Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur mon podcast Perception. Aujourd'hui, on se retrouve avec un épisode tellement intéressant pour ouvrir la gang. J'ai vraiment trippé. Aujourd'hui, je reçois Marie-Philippe Aronson qui vient nous parler du syndrome des ovaires polykystiques. Elle vient nous parler de tout son processus avec justement la fertilité parce que le syndrome des ovaires polykystiques vient affecter la fertilité. Donc, elle nous parle vraiment de son parcours, autant amoureux, mais aussi son parcours sur la fertilité, justement. Fait que j'espère vraiment que vous allez aimer l'épisode parce que tout ce qu'elle dit, c'est tellement divertissant. Fait que voilà. Je vous rappelle aussi que le podcast est présenté par Case Me Design, qui est une compagnie d'étui à cellulaire, d'étui à MacBook, à AirPod également. Mais aussi, ce qui est vraiment le fun avec Case Me Design, c'est qu'ils ont à cœur justement l'environnement. Je voulais d'ailleurs vous dire que depuis 2020, Case Me ont planté 200 000 arbres. Fait que ça, c'est quand même vraiment nice. Fait que vous savez qu'en magasinant chez Case Me, ben vous le savez qu'ils ont à cœur les enjeux environnementaux. Et d'ailleurs, ça ne s'arrête pas là parce qu'ils sont présentement dans le processus de la certification B-Corp et le mouvement B-Corp, justement, c'est pour justement améliorer son empreinte écologique. Puis c'est des entrepreneurs qui ont à cœur les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Fait que voilà, j'espère que ça aura pu vous convaincre d'aller magasiner chez Case Me Design. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser mon code Perception15 qui vous donne 15% de rabais sur leur site internet. Et bien sinon, la gang, je vous laisse avec ce merveilleux épisode. Fait que bonne écoute! Hello la gang! Donc aujourd'hui, je vous parle en studio simplement pour vous annoncer que l'épisode que vous allez visionner aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1. Pour vrai, j'en reviens pas, ça a tellement été vite et pour vrai, je tenais à vous remercier du plus profond de mon cœur parce que tous les messages que je recevais à chaque semaine, c'était juste une grosse dose d'amour. Vous avez embarqué dans le podcast comme moi, j'ai aimé le faire. Vous avez tellement été respectueux envers moi, mais aussi envers mes invités. Puis je vous remercie pour ça parce que ça me montre que justement mon podcast, ben c'est un safe space pour les gens qui veulent se confier ou écrire en commentaire pour partager leur opinion. Fait que pour vrai, la gang, merci pour ça. Vous êtes incroyables. J'ai tellement aimé faire le podcast de la saison 1, mais inquiétez-vous pas, on se retrouve très très bientôt pour la saison 2. Et pour vrai, la gang, vous êtes pas prêts. La saison 2, j'ai une liste d'invités incroyables, aussi atypiques les uns des autres, avec des parcours complètement différents. On va voir des gens complètement différents de la saison 1, puis c'est exactement ça que je veux avec mon podcast, c'est de continuer de recevoir des gens qui ont des parcours inusités, des parcours atypiques justement, qui sont beaux à voir. Puis en tout cas, pour moi, c'est juste tellement important de leur offrir une plateforme sur laquelle ils peuvent s'exprimer à cœur ouvert sans avoir peur de se faire juger. Puis ça, vous m'avez prouvé que vous êtes une communauté, la communauté du podcast Perception, vous êtes une communauté respectueuse, bienveillante, empathique. Puis ça, pour moi, on dirait, ça me touche vraiment. Fait que la gang, on va se revoir pour la saison 2 très bientôt. Je vous remercie pour tout l'amour que vous m'avez donné pour la saison 1 à moi puis à mes invités. Puis ben sinon, ben je vous laisse avec l'épisode et on se revoit très bientôt, c'est promis. Je vous aime, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, c'est vraiment ça le plus important. Bye tout le monde! Allô, Marie-Philippe, ça va bien? Ben oui, c'est toi, Claudie? Ben moi, ça va super bien, merci. C'est super gentil de demander. Écoute, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui pour parler du syndrome des ovaires polykystiques. Merci beaucoup de t'être déplacée de Québec, c'est super apprécié. Ben, ça me fait plaisir, je trouvais ça vraiment important. Ben honnêtement, c'est vraiment important. Puis c'est la première fois que j'en entendais parler, fait que j'ai vraiment hâte de t'écouter à ce sujet-là. Fait que pour commencer, j'aimerais ça, s'il te plaît, si tu pouvais nous faire une présentation de toi et tout. Ben certainement. Dans le fond, je m'appelle Marie-Philippe, j'ai 32 ans, je viens de Québec. Dans la vie, ce que je fais, je suis gestionnaire au gouvernement fédéral depuis 5 ans, à peu près, presque 5 ans. Puis, ben en fait, avant ça, j'ai fait d'autres travails, mais c'est vraiment dans cette voie-là que je me suis dirigée en ce moment. Puis, j'aime vraiment ça. Ah, ben tant mieux. Oui.
C'est le fun, puis il n'est jamais trop tard pour faire un switch de carrière. Exact. Ça c'est bien important de le dire. Là. Ouais. Mais ben, tant mieux si ça va bien, je suis contente pour toi. Fait que là, aujourd'hui, on parle du syndrome des ovaires polykystiques. Ouais. Qui m'a vraiment surprise parce que, justement, j'en avais jamais entendu parler, mais aussi de voir qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui en sont affectées. Fait que ça, je trouvais ça bizarre de ne pas en avoir entendu parler. Peux-tu nous dire c'est quoi pour les gens qui savent aucunement, justement? Pas de problème. En fait, le syndrome des ovaires polykystiques, ça arrive souvent, premièrement, qu'on s'identifie SOPK là, pour que ce soit plus simple. SOPK, parfait. Oui, exactement. Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, en fait, c'est un problème qui touche environ 5 à 10 des femmes. Puis, c'est le problème de fertilité le plus commun. Il y a plusieurs problèmes là, au niveau de la fertilité, mais c'est vraiment lui là, qui est plus représenté, si je pourrais dire. Le syndrome, en fait, moi, ce que j'ai par rapport spécifiquement à ça, parce qu'il y a plein de symptômes, mais ça ne veut pas dire qu'on a tous les symptômes, toutes celles qui sont affectées par ça. Exactement. En fait, la plupart des femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques ont un surpoids. Okay. Voire même obésité. Okay. Ensuite, ben, c'est un dérèglement hormonal, ce qui fait en sorte que, tu sais, habituellement, une femme elle a un plus haut taux d'estrogène, mais là, présentement, ce qui se passe, c'est que dans mon dérèglement, j'ai un plus haut taux de testostérone, d'androgène là, que normalement, ce qui fait en sorte que plusieurs choses qui affectent les hommes par rapport à la testostérone, comme de l'acné plus fréquente, perte de cheveux, ensuite une pilosité excessive à des endroits que les femmes habituellement c'est pas dans la norme. Ouais. Tu sais, moi c'est pas mon cas, mais il y en a par exemple que les aines, beaucoup les cuisses, le dos, la moustache, bref, tu sais, des endroits où est-ce que c'est plus populaire là, chez les hommes, ben les femmes, on en est affectées. Puis le syndrome des ovaires polykystiques, finalement, la plus grande répercussion qu'il y a, c'est au niveau de la fertilité, parce que on a des cycles menstruels qui sont extrêmement déréglés, non prévisibles. Fait que c'est ça qui vient finalement jouer sur la fertilité. Ah, OK, mon Dieu. Et parce que là, ça s'appelle syndrome des ovaires polykystiques. Ça veut dire que tu as des kystes sur tes ovaires? Ben en fait, on pourrait croire ça. Ah, OK, c'est ça. Mais quand ils ont un peu découvert cette maladie-là, ils pensaient que c'était des kystes. Mais finalement, ce que c'est que une femme, en moyenne, produit environ 5 follicules dans les ovaires. Okay. Les follicules, finalement, c'est que ça va grossir, et finalement, le mature, le follicule alpha, à chaque mois, qui va être le plus gros, va être libéré dans les trompes de Fallope. Et c'est lui qui va pouvoir être fécondé pour finalement que ça devienne un fœtus. Au niveau du syndrome des ovaires polykystiques, ce qui se passe, c'est que au lieu d'être des kystes, c'est plein de follicules. Au lieu d'en avoir 5, on peut en avoir une vingtaine, une trentaine, parce qu'ils ne viennent jamais à maturité. Et donc, il n'y en a pas qui sont libérés. Et quand il y en a un qui est libéré, bien, finalement, tu tombes dans ta semaine si l'ovule n'est pas fécondé. Mais moi, vu qu'il n'y en a pas qui sont libérés, bien, je suis jamais dans ma semaine pratiquement. Ah, ouais. Fait que là, dans le fond, une personne qui n'a pas le syndrome des ovaires polykystiques, comme moi, par exemple, a 5 follicules. Toi, dans ton cas, t'en as 20. Là, tu me dis que ça n'arrive pas à maturité. Fait que là, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que c'est fécondable? Est-ce que ça l'est pas? Ben en fait, moi, c'est que, par exemple, par année, je pouvais être dans ma semaine 2 fois par année. Ce qui veut dire que, oui, il y en a un qui peut être fécondable parce qu'éventuellement, il y en a un qui devient à maturité et qui est libéré dans les trompes de Fallope. Mais de mon côté, moi, c'était environ 2 fois par année. Fait qu'il n'y en avait pas beaucoup qui sortaient de là. Par contre, tu sais, comme je te disais, c'est vraiment différent d'une femme à l'autre que le syndrome des ovaires polykystiques. Ce qui veut dire que, ben, des fois, c'est peut-être que d'autres femmes, c'est 4 fois par année. Des fois, il y en a qui ont des aménorrhées totales, ça veut dire aucune règle, jamais. Oui. Fait que dans ce cas-ci, à ta question, oui, il y a des follicules qui peuvent être fécondables parmi le tas qu'il y a. OK, mais est-ce que, mettons, le fait que tu sois 2 fois dans ta semaine par année, est-ce que c'est parce que, ben mettons pour ton cas à toi, est-ce que c'est à cause que, justement, tu produis un plus grand taux de testostérone ou ça n'a aucun lien? En fait, le syndrome des ovaires polykystiques,
ce qui est plate, c'est qu'on connaît pas vraiment les causes à ce jour. Et il y a pas non plus de traitement pour ça. Il y a des façons d'atténuer les symptômes, mais il n'y a pas de traitement qui va me guérir de ça. Donc, en ce moment, je ne pourrais pas te dire qu'est-ce qui est en cause sur pourquoi je suis 2 fois dans ma semaine. OK, je comprends. Là, excuse-moi, peux-tu me rappeler ton âge? J'ai 32 ans. Si tu veux le dire, en tout cas. Oui. OK. Fait que tu as 32 ans. Ouais. Est-ce que tu peux me parler de ton diagnostic? Qu'est-ce qui a mené à ça? Puis comment ça s'est passé, en fait? Bien, tout à fait. En fait, c'est un peu niaiseux parce que moi, la première fois que j'étais dans ma semaine, c'était à ma fête de 15 ans. OK. J'ai fait de la natation de compétition vraiment longtemps dans ma jeunesse. Et quand tu fais un sport, des fois, quand même assez régulièrement, là, je m'entraînais 7 fois semaine, entre 15 et 20 heures par semaine, bien, ça fait en sorte que des fois, ta croissance en tant que femme peut être un peu ralentie. Donc, tu sais, d'être dans ma semaine la première fois à 15 ans, c'était relativement tard. Puis ensuite, ben ça peut être un peu déréglé. Tu sais, les premières fois que tu l'es, surtout quand tu fais beaucoup de sport, des fois, tu sais, t'es pas régulière. Fait que je me disais, c'est pas plus grave que ça, mais c'est quand même un signe que ça peut être le syndrome des ovaires polykystiques. C'est pas uniquement sur ça que le diagnostic est basé, mais tu sais, ça peut donner une idée. Fait que, tu sais, quand on a des règles qui sont pas régulières, d'aller consulter notre médecin rapidement, ben ça peut être vraiment important. Ensuite de ça, les années passent. Je suis toujours pas régulière, mais entre toi et moi, j'adorais le fait que j'étais 2 fois dans ma semaine par année parce que je vivais pas avec tous les bonheurs que ça implique durant cette semaine-là. Donc, moi, tu sais, ça me convenait vraiment. J'avais pas vraiment besoin de prendre la pilule parce que ça fait quand même plusieurs années que je suis avec mon chum. Fait que, tu sais, on savait que je te l'étais pas souvent, fait qu'il y avait pas de problème à ce niveau-là. Puis les autres symptômes, je te dirais que de mon côté, oui, le surpoids est là, mais tu sais, au niveau de pilosité excessive, l'acné, je l'avais pas vraiment. Perte de cheveux, ça a vraiment commencé plus les années ont passé. Et donc, de ce côté-là, moi, tu sais, tout allait bien. Je m'en faisais pas plus qu'il faut. Par contre, quand est venu le temps de penser à avoir des enfants, c'est vraiment là que tout a changé puis que j'ai dû me questionner à ce niveau-là. La plupart des femmes, c'est à ce moment-là aussi qu'elles découvrent qu'elles ont cette maladie-là parce que, un peu comme moi, ben à l'adolescence, on se dit « Ah, c'est irrégulier, c'est normal. » Exact. Ensuite de ça, ben il y a beaucoup de femmes qui se mettent à prendre la pilule rapidement. Donc, la pilule contraceptive, il y en a qui viennent aider les symptômes, comme l'acné, par exemple. Fait que tu le vois pas tout de suite. Puis ensuite de ça, ben ça fait que tu peux avoir des règles régulières ou même il y en a qui prennent la pilule en continu. Donc, tu le vois jamais, finalement, si tu as des problèmes de cycle irrégulier. 100%. Fait que finalement, c'est vraiment au moment où tu dis « Ah, j'arrête la pilule » ou « Je veux avoir des enfants » que là, tu te rends compte que tu as un problème avec ton cycle. Puis ça occasionne vraiment beaucoup de difficultés parce que, ben si dans mon cas, moi, j'étais à peu près 2-3 fois par année dans ma semaine, ben ça veut dire que je voulais 2 ou 3 fois par année et c'était jamais prévisible. C'est ça. Fait que c'est vraiment difficile à ce moment-là. Et on a dû essayer quand même très, très longtemps avant qu'on se dise « OK, j'en parle à mon médecin de famille, qu'elle me dirige vers une clinique de fertilité. » Et là, j'ai passé un paquet de tests et le diagnostic est finalement tombé après ces tests-là. Fait que j'avais à peu près 28, 29 ans. Tu vois, j'étais dans ma semaine à 15 ans, puis à 28, 29 ans, c'est là que j'ai eu mon diagnostic. OK, c'est fou, là. Toi, toute ta vie, tu étais quand « Yes, j'ai mes règles 2 fois par année », mais là, quand vient le temps d'avoir des enfants, tu te dis « Ouais, c'est peut-être pas normal ou c'est peut-être pas l'idéal non plus. » Puis aussi, c'est pas parce que t'es dans ta semaine non plus que tu vas automatiquement tomber enceinte, dans le sens que... non. Tu sais, ça veut pas dire si t'ovules que ça va marcher, là. Non, j'avais entendu là, par mon gynécologue que c'était autour de 15% les chances que tu tombes enceinte quand tu n'as aucune problématique. Quand tu t'essayes durant ce mois-là, c'est 15%. Fait que, tu sais, ça, c'est quand tu sais que tu es régulière, quand tu sais qu'après 14 jours, tu devrais normalement ovuler après le début de ton cycle.
Fait que si, là, tu sais pas quand est-ce que tu ovules jamais, ben là, c'est vraiment difficile de dire « OK, ben je pense qu'on est dans le target puis ça va fonctionner. » C'est ça. Puis là, ton médecin, justement, te dirige vers une clinique de fertilité. Oui. À quoi ça ressemble une visite dans une clinique de fertilité? Et c'est quoi au juste qu'on essaye d'aller chercher? Bien évidemment, je pense que je connais la réponse, mais je veux avoir ton parcours à toi là-dedans. Oui. Bien, de mon côté, moi, je viens de Québec, donc il y a comme deux types de cliniques. Tu as des cliniques comme plus privées. Par exemple, moi, ça fait quelques années, là, donc il y avait Procréa, il y avait la clinique OVO qui offrait des services là, à ce niveau-là. Mais moi, de mon côté, je suis allée à la clinique de fertilité qu'il y a au CHUL à Québec. Et on se ramène, là, j'ai 32, donc ça fait à peu près 4 ans que j'étais dans les démarches. Et à ce moment-là, quand on te réfère en clinique de fertilité, ben c'est pas demain matin, tu as un rendez-vous. En tout cas, moi, à ce moment-là, c'était pas le cas. Il y avait beaucoup de temps d'attente. Je sais qu'en ce moment aussi, avec la COVID, il y a eu énormément de retard là, pour les femmes là, dans les cliniques de fertilité. Ouais. Mais de notre côté, quand la demande a été faite suite à ma référence par mon médecin de famille, ça a pris environ 4-5 mois avant que j'aille un premier rendez-vous avec un gynécologue spécialiste. Et là, au début, ben, tu sais, moi, je savais pas que j'avais les syndromes ovaires polykystiques. Non, c'est ça. Donc, pour pouvoir poser le diagnostic, ils peuvent pas juste se fier au fait que, ben, j'ai pas mes règles souvent. Donc, j'ai passé plusieurs tests. J'ai eu des prises de sang. Pour vérifier au niveau de mon taux de sucre, le taux de testostérone. Ouais. J'ai eu aussi des sonde endovaginale pour vérifier dans mes ovaires qu'est-ce qu'il y avait finalement. Puis c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait un tapon de follicule qui est vraiment spécifique au SOPK. Exactement. Puis j'ai eu aussi des fois, quand on a des problèmes de fertilité, ça se peut que c'est parce que nos trompes de Fallope sont bloquées. Oui. Fait que j'ai eu, à mon souvenir, c'est une... le terme exact, je m'en souviens pas, mais ce que c'est que on t'insère un genre de ballon, puis on va pousser de l'air pour vérifier si ça passe dans les trompes. Sinon, quand c'est bloqué, ben tu sais, ça passe pas l'air. Fait qu'ils sont pas capables de voir s'il y a des petites bulles ou des choses qui se forment à ce niveau-là. De mon côté, tu sais, les trompes n'étaient pas bloquées. C'est ça. Fait qu'ils ont été comme... ciblé pour vérifier si j'avais le SOPK, parce que, comme je disais, c'est vraiment ça qui est le plus répandu dans les problèmes de fertilité. Ils ont vérifié si, par exemple, je faisais de l'endométriose, si mes trompes étaient bouchées, puis à ce niveau-là, j'avais pas ces problèmes-là. Fait que là, une fois que tous les examens sont faits, ben mon conjoint, lui aussi, a dû aller faire des tests. Il a dû aller passer des tests de prise de sang et un spermogramme pour vérifier si, de son côté, aussi, il y avait une problématique et qui faisait en sorte que oui, moi, j'en avais une, mais lui, est-ce qu'il y en a une? Et c'est pour ça que ça cause des problèmes quand on essaie d'avoir des enfants. De son côté, tout était normal, il n'y avait pas de problème. Et une fois tous ces examens-là faits, le diagnostic tombe. J'ai eu un gynécologue extraordinaire qui, lui, fait ça à tous les jours. Et quand le diagnostic est tombé, en fait, je pense que c'était du soulagement. Parce pour vrai? Ben, en fait, c'est que moi, je connaissais pas ça. Et ce diagnostic-là venait expliquer c'était quoi que j'avais comme problème. Je comprends. Tu sais, c'était pas juste que mon corps, il est bizarre, je sais pas, c'est dans ma tête ou quelque chose de genre. Tu sais, j'avais vraiment quelque chose qui justifiait toutes mes problématiques. Je comprends. J'étais pas sortie du bois parce qu'après ça, il y a un paquet de choses qu'on a dû faire pour que ça fonctionne, mais au moins, tu sais, c'est quelque chose qui est connu, répandu, et que les médecins spécialistes savent qu'est-ce qu'ils doivent faire pour nous aider à nous rendre où est-ce qu'on veut, qui est finalement avoir un enfant. C'est ça. Oui. Puis, de notre côté, bien, vu que j'avais uniquement cette problématique-là, ben, on a commencé avec des hormones à la maison. Donc, les hormones, ce que ça faisait, c'est que ça déclenchait mon ovulation. Et ça
permettait que j'aille un certain nombre de follicules qui soient possiblement prêts à être libérés. Ouais. Et j'allais passer des échographies à peu près à 14 jours, là, environ à 14 jours après le début de mon cycle, pour qu'ils puissent aller vérifier s'il y en avait qui étaient proches d'être matures. Proche d'être mature, là, c'est un petit peu plus gros que 10 mm de diamètre. Puis, ce qu'on faisait après, quand mon échographie disait « OK, c'est un go, il y en a un qui est proche », bien, il faut se timer pour savoir quand est-ce qu'il faut féconder l'ovule. C'est ça. Et donc, je devais aller à la pharmacie pour m'acheter un stylo injecteur. Ouais. Ouais, il fallait que, un peu comme quand il faut que tu te piques à l'insuline. Ouais. Ben, en fait, de ce côté-là, ben, je devais me piquer avec certains produits qui faisaient en sorte que ils savaient que l'ovule, le follicule allait être libéré dans 24 à 36 heures. Le follicule alpha, là. My God. Ouais. Fait qu'après ça, ben là, quand j'avais ça qui était injecté, ben on avait 24 à 36 heures qu'on savait qu'il fallait qu'on fasse l'amour. Genre, pendant 24 à 36 heures, tu dis, là, go, 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 c'est le temps, là. Ouais. Sauf que il y a comme toute une espèce de procédure à suivre parce que, ben, tu peux pas le faire comme à toutes les heures puis tu dis, parfait, la quantité va vous permettre que, à un moment donné, il va y en avoir un qui va être fécondé. Non, parce que c'est la qualité aussi du sperme qu'il faut qu'il soit là pour que... Ouais. Écoute, on va loin. La qualité du sperme, il faut qu'elle soit là. Fait qu'il faut pas que tu le fasses trop souvent parce que la concentration du sperme sera pas nécessairement idéale à toutes les fois. Fait que tu veux qu'il y en ait une bonne quantité de spermatozoïdes. Et finalement, ben ça occasionne aussi d'autres problématiques parce que ben faut que le conjoint, c'est là, maintenant, puis il faut que ça marche parce que moi, j'ai tout fait ça. J'ai tout vécu avec le fait que j'ai dû prendre des hormones, vivre avec les sautes d'humeur que ça implique. Et là, dans le 24 heures, on se dit c'est là, puis faut que tu le fasses. Ouais. Ça met de la pression, là. Tout à fait. Puis ça, c'était le 6 premiers mois qu'on a dû essayer comme ça. Ça n'a pas fonctionné. OK. Ensuite, ben, tu retournes en clinique de fertilité et là, ils te disent que, moi, dans mon cas, on passe par l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, quand tu disais que ça amène beaucoup de stress pour le conjoint, c'est une coche de plus. Parce que c'est toutes les mêmes étapes pour moi, les hormones, les échographies pour aller voir, le stylo injecteur pour libérer. Mais là, par contre, dans le 24 heures à 36 heures que je te disais, mais là, c'est pas tu le fais à la maison. C'est, OK, dans 24 heures, là, tu as un rendez-vous. Ton chum, il faut qu'il soit là demain à 10 heures. Il faut qu'il vienne faire sa petite affaire à l'hôpital, dans la salle de bain de l'hôpital, où est-ce que tu as un line-up d'hommes qui attendent... Non. C'est l'affaire la plus... Oh mon Dieu, ça doit être épouvantable, gênant. Je sais pas comment tu te sens en tant qu'homme, mais... Ouais. C'est parce que moi, je peux pas m'imaginer que comme il y a un line-up d'hommes, puis que... mon Dieu, mais ça doit pas sortir, là. Genre, je sais pas, là. Écoute, non, mais mon chum, ça a été extrêmement difficile. Il a fait beaucoup d'anxiété de performance là. Il en faisait pas dans la vie, sauf que là, il était tellement stressé. Il savait qu'il y avait des gens en arrière de lui qui attendaient pour faire la même chose. Puis t'as un certain temps pour le faire parce qu'après ça, moi, j'avais mon rendez-vous à 14 heures pour aller me faire inséminer. Et là, ce qui se passe, c'est que lui, il devait faire ça, puis la fiole de sperme, ensuite, était triée. Parce que dans le sperme, t'as des déchets, des cochonneries. Ouais. T'as des spermatozoïdes qui sont morts. T'as des spermatozoïdes qui sont immobiles. Fait que ceux-là, ils peuvent pas avancer vers l'ovule. Tu les veux pas. Fait qu'on trie tout ça, puis tout ce qui reste, c'est les spermatozoïdes qui ont un bon bagage génétique et qui sont mobiles. Fait que tu peux avoir dans le sperme une très grande quantité de spermatozoïdes, mais qui valent pas grand-chose. Exactement. Fait qu'il faut qu'il fasse son affaire comme quand même rapidement, parce que eux, après ça, les laboratoires doivent faire le tri du sperme pour qu'à 14 heures, je puisse me faire inséminer. Mon Dieu! Ouais. Mais c'est stressant. Est-ce que, genre, je sais pas si je peux demander ça, là, mais ils mettent-tu de quoi à disposition pour les hommes? Tu peux demander ça certainement. Je sais que dans les cliniques privées, tu sais, par exemple, comme on voit, là, tu sais, des genres de revues, des films, des choses comme ça, oui.
Ouais, OK. Ou même, tu sais, maintenant, avec la technologie, tu peux avoir ton téléphone, le Wi-Fi, puis tu te mets ce que t'aimes. Ah, OK, tant mieux. Mais dans l'hôpital où est-ce qu'on était, c'était dans le sous-sol, c'est fait en béton, le Wi-Fi passe pas. Non. C'est dans une salle de bain où est-ce qu'il y a pas de divan avec un écran géant, là. Fait que, ouais, c'était quelque chose pour lui. Puis c'est quelque chose aussi que j'en ai souvent parlé avec lui. Mon chum est extraordinaire. Puis lui, il disait que c'était pas souvent discuté ces problèmes-là. Tu sais, les problèmes de fertilité, il y en a souvent que c'est la femme qui a ces problèmes-là. Ouais. Mais au niveau des hommes, tu sais, mon conjoint, il n'y en a pas de problème de fertilité, mais le vivre à deux, ce qui s'est passé, c'est que lui, ben, il y avait le stress épouvantable de devoir performer au moment où est-ce que il devait le faire. Parce que c'est bien beau, là, mais quand on essayait d'avoir des enfants avant de rentrer en clinique de fertilité, avant que j'aille mon diagnostic, ben, tu sais, c'est bien beau de le faire aux 2 jours parce que tu te dis à un moment donné, ça va fonctionner, mais il n'y a rien qui est agréable. Je comprends qu'il y en a qu'au niveau de la sexualité, ils font plus souvent qu'aux 2 jours, mais tu sais, nous, quand on se disait, OK, il fallait le faire aux 2 jours, tout le temps, pour qu'à un moment donné, ça fonctionne, ben il y a aussi ça, tout ce bagage-là de stress, de ça fonctionne jamais, de OK, on n'est pas capable. Puis là, finalement, quand on arrive en clinique de fertilité, ben c'est pas la rumba pour lui. Là, il fallait qu'il continue, puis que c'est encore pire, il fallait que ce soit sur demande au moment où est-ce que les techniciens de laboratoire en avaient besoin. Mais c'est ça, puis tu sais, vient aussi une pression de faire l'amour, fait que ça devient que c'est peut-être plus le fun de faire l'amour, là. C'est pas peut-être, c'est plus le fun. C'est ça, tu le fais parce que tu vas être enceinte. Exact. Nous autres, des fois, là, ça arrivait vraiment souvent là, qu'on se couchait, là, puis là, on faisait « Oh non, on a oublié de le faire. » Ah, mon Dieu. Et là, il fallait le faire parce qu'on se disait « OK, c'est peut-être à soir, c'est peut-être là que j'ovule, je sais pas si dans 14 jours, je vais tomber dans ma semaine. » C'est l'enfer. Ça met vraiment une grosse pression sur le couple. Oui, tout à fait. C'est fou. Puis là, justement, l'insémination artificielle, là, qu'est-ce qu'ils font, en fait? Parce que là, ton chum éjacule, il trie le sperme et tout. Mais toi, ensuite de ça, il t'injecte ça comment? C'est genre une seringue. OK. Puis il y a comme un long cathéter, là, je sais pas trop, tu sais, souple. Là. Okay, oui. Là, ils trempent ça, puis ils vont shooter la seringue. Puis là, t'attends comme 5-10 minutes avec les jambes. Pas les jambes dans les airs, mais tu sais, les jambes comme à 90 degrés. Puis là, t'attends. Puis après ça, ben, tu sais, le médecin, lui, il est parti là, une fois qu'il t'a inséminé. Puis là, après ça, ben... Tu sors, puis c'est fini, là. Il y a personne qui vient te revoir. Puis là, tu sais, il y a tout un protocole. Par contre, là, tu sais, ils ont les petites fioles, puis là, ils vont te lire, tu sais, le nom de la personne, le numéro d'assurance sociale quasiment, tu sais, l'assurance maladie, tu sais, l'âge, tout ça, à quelle heure qu'il est venu faire son éjaculation pour être sûr que, tu sais, il insémine le bon sperme. Tu sais, je sais que c'est déjà arrivé, là, dans le passé, qu'il avait fait des erreurs. Fait que là, c'est vraiment ça coche à ce niveau-là. Tu dois te paniquer, là. Tu fais pas injecter le bon sperme, là. T'es comme... God. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé, justement, que ton chum, tu sais, malheureusement, il a pas réussi à performer, justement, à éjaculer, tu sais, ça a-tu arrivé? Bien, c'est arrivé quand on était dans les essais à la maison sous hormones. Fait que, tu sais, quand je disais qu'après le diagnostic, j'ai eu 6 mois où est-ce qu'on c'était des essais à la maison, c'est arrivé dans ces 6 mois-là où est-ce que ça n'a pas fonctionné. Là, tu te dis, mon Dieu, tu sais, j'ai perdu 1 mois. Où est-ce que moi, j'ai fait des efforts, où est-ce que j'ai dû prendre mes hormones, puis que là, c'était à mon travail que mes collègues de travail, tu sais, ils subissaient quasiment mes sauts d'humeur. Lui aussi, c'est difficile sur le corps de prendre ce type d'hormones-là. Prendre plein de rendez-vous médicaux, parce que c'est ça aussi. Moi, j'ai eu la chance de travailler au gouvernement où est-ce que j'étais capable de prendre des rendez-vous des congés pour ça. Mais moi, je pense à un tapon de femmes qui ont pas cette latitude-là avec leur employeur de prendre... Tu sais, moi, c'était des fois des rendez-vous à la dernière minute aussi. Tu sais, quand j'allais faire mon échographie, puis que là, on me disait « Parfait, ben le lendemain, tu as un rendez-vous. » Ben à 14 heures, il faut que tu sois là parce qu'on n'a pas d'autres plages. Ben, tu sais, il fallait que je le prenne, le rendez-vous. Ben oui, c'est clair. Oh mon Dieu, c'est fou. Puis, est-ce qu'à la première insémination artificielle, ça a fonctionné? Non. OK. Comment ça a pris de temps? Ça a été quoi le temps? Ben, j'ai été vraiment chanceuse. Okay. Tu sais, c'est fou parce que là, je raconte mon histoire. Puis, tu sais, ça a pris environ 3 ans pour mon fils là, à l'avoir. Puis, c'est quasiment une histoire pas si pire que ça parmi toutes les femmes qui ont des problèmes de fertilité. Et donc, de mon côté, tu sais, ça a pris...
au total, presque 3 ans, j'ai eu beaucoup de décès à la maison sans connaître mon diagnostic, 6 mois avec hormones, et j'ai eu 3 inséminations. À la 3e insémination, ça a fonctionné. Par la RAMQ, en ce moment, il y a 9 inséminations qui sont finalement incluses, que tu n'as pas besoin de payer pour avoir ça. Donc, 9 cycles d'insémination artificielle. Okay. J'ai eu la chance aussi de ne pas vivre de fausses couches, parce que ça aussi, il y a plein de femmes qui en vivent. Et il y a comme une règle là, au niveau des inséminations, parce que quand tu es en clinique de fertilité, quand tu as ton résultat positif de test de grossesse, tu as une échographie supplémentaire à environ 6 semaines. On appelle ça une écho de viabilité. Fait que pour voir si... parce qu'il y a plusieurs fausses couches qui se font comme entre la 4e et la 6e semaine. Ça, est-ce que c'est pour... Tu veux dire pour toutes les femmes? Général. OK, juste en général pour les femmes. Exact. Pas à cause spécifiquement de le SPOK. SOPK. Oh mon Dieu, SOPK, excusez. Pas trop. Fait que... OK, parfait, excellent, je te suis. Fait que, tu sais, dans le fond, avec l'écho de viabilité, il voit s'il y a un cœur qui bat. S'il y a un cœur qui bat et qu'ensuite de ça, tu finis par perdre ton bébé, ton 9 inséminations, ton compteur retombe à 0. Ah! Si, par exemple, tu as ton écho de 6 semaines, le cœur ne bat pas, ben moi, par exemple, si ça n'avait pas fonctionné à la 3e insémination, ben j'aurais été dans mon compteur le mois suivant à la 4e. Ah, OK, c'est ça. Fait que si, par exemple, le cœur du bébé battait et que je perdais après la 6e semaine, ben ça n'aurait pas été ma 4e, ça aurait été ma première. Le compteur recommence à 0. OK, je comprends, c'est super clair. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, nous, on a pensé à plusieurs alternatives si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on veut dans la vie, tu sais. Puis, nous, on avait mis des sous de côté parce que la fécondation in vitro, il y a 4 ans, n'était pas couverte par la RAMQ. Fait qu'on avait mis environ 20 000 $ de côté parce que c'est à peu près ça que ça coûte un cycle de fécondation in vitro. Est-ce que, juste pour être sûr, la fécondation in vitro, là, sais-tu, il prend une ovule, ton ovule, le spermatozoïde de ton chum, puis ils le mixent ensemble, puis ils te le remettent en toi? Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, c'est qu'ils vont prendre l'ovule, le spermatozoïde, ils vont le féconder en... Tu sais, c'est une genre d'éprouvette, là. C'est un petit truc là, qu'ils vont mettre à l'intérieur. Puis ensuite de ça, ben tu peux décider, habituellement, quand ils vont aller chercher les ovules, ils veulent un maximum d'ovules pour féconder le maximum d'ovules. Si, par exemple, après un cycle d'hyperstimulation, il y en avait sorti... peut-être 7, ils les auraient fécondés. Puis ensuite de ça, ben ça ne veut pas dire que c'est les 7 qui vont pogner. Puis ensuite, ben tu peux décider de congeler ceux qui fonctionnent. Ah, pour plus tard? Oui, exact. Puis il y en a un frais, on va dire, que tu peux te faire mettre dans ton utérus. Et là, tu espères que ça va coller à la paroi puis que ça va fonctionner. Wow, OK. Fait que ça, c'était votre autre option dans le cas que l'insémination, ça fonctionne pas. Oui. Là, évidemment, tu sais, je suppose que c'est complètement décourageant, c'est difficile. Toi, quand tu passes des tests de grossesse puis que ça dit négatif, là, c'est quoi comment vous vous sentez en tant que couple là-dedans, tu sais? Ben moi, dans la vie, je fais de l'anxiété de performance. Fait que j'ai toujours été bonne à l'école. J'ai toujours performé à mon travail. J'ai fait du sport de compétition. Ça a été extrêmement difficile sur la confiance en soi. Tu te poses beaucoup de questions sur pourquoi tu es faite comme ça, pourquoi tout le monde, c'est facile. Tu sais, nous, on avait beaucoup de pression aussi parce que là, en ce moment, ça fait 13 ans que je suis avec mon chum. Wow. Fait que ça faisait comme 8 ans qu'on était ensemble. J'avais comme 28 ans. Mon chum, il avait 27. Tu sais, c'était comme... Dans la société, c'était genre, ils sont rendus là, comment ça? Ils se posaient des questions sur comment ça, ils n'ont pas encore d'enfants. Puis, fait que ça a été très difficile, autant personnellement que sur le couple. C'est sûr que moi, dans la vie, un de mes rêves, c'était d'avoir des enfants. Très tôt dans ma vie, c'était ça. Fait qu'à chaque fois, quand tu as un test de grossesse qui est négatif, ben première des choses, ça te coûte un bras puis un autre en test de grossesse parce que t'en fais un tous les mois puis t'espères donc. Oui. Après ça, le stylo injecteur que tu dois faire pour libérer le follicule, ben, il peut créer des faux positifs.
Fait qu'il faut non. vraiment que tu attendes un certain nombre de jours avant de tester. Parce que si tu le fais avant, tu peux être positive, mais c'est parce que tu t'es injecté ça. Puis, des fois, je me rendais même pas à faire un test de grossesse, que tu te réveilles ou tu vas à la salle de bain, puis tu te rends compte que, t'es dans ta semaine. Tu t'en pleures une shot sur la toilette parce que tu te dis, ça a toujours pas fonctionné. C'est clair. Puis, tu sais, justement, ça vient avec tellement de processus. Puis toi, tu dis, puis c'est ça qui est fou, c'est que toi, tu dis que t'es chanceuse quasiment là-dedans parce que t'en as eu juste 3. Ouais. Mais tu sais, 3, c'est intense. Est-ce que c'est possible, quand on a le syndrome des ovaires polykystiques, là, est-ce que c'est possible de ne jamais tomber enceinte? Oui, en fait, c'est que c'est tellement difficile de prévoir quand est-ce que tu ovules que ça se peut que tu sois jamais capable. Dans notre cas, moi, je n'étais pas capable. Par contre, c'est pas parce que tu as le syndrome des ovaires polykystiques que ça peut pas fonctionner sans hormones et sans tout le tralala que j'ai fait. Ça se peut que tu sois vraiment chanceux puis que ça fonctionne. T'sais. Ça se peut aussi que il soit plus modéré, les symptômes et toutes tes problématiques reliées à ça, fait que ça soit plus facile, finalement, que ça fonctionne. Ça te rend pas infertile, mais c'est juste que c'est très difficile d'avoir le bon moment où est-ce que ça fonctionne. Puis là, tu as eu ton petit gars qui a maintenant 2 ans et demi. Exact. C'est ça. Puis là, tu as ta petite fille qui a 6 mois. Oui. C'est ça? Parce que là, suite à ton garçon, là, vous, toi et ton chum, vous vous êtes dit, on en veut un deuxième. Oui. En fait, c'est que on s'est dit, ça a tellement été long avec mon fils qu'on va commencer tout de suite. Ouais. On va essayer tout de suite. Mon fils, il avait à peu près 8 mois. Quand on s'est dit, de toute façon, si ça prend 2 ans, ça va être correct, là. Mais écoute, on s'en entendait vraiment pas. Ma fille, ça a pris 3 mois, sans hormones, sans rien. Sans insémination, là. Rien pantoute. Ça a fonctionné sans rien. Wow! Moi, je suis suivie par une endocrinologue. C'est dans le fond une spécialiste des hormones. Pour être dur. Pour faire ça simple. Puis elle, quand elle m'avait appelée puis que je lui avais dit, c'est drôle, j'ai fini d'allaiter, puis là, mes règles sont revenues, mais je suis régulière, à peu près. J'ai jamais eu ça. Puis elle dit, des fois, une grossesse, ça a comme fait un reset au niveau des hormones parce que c'est tellement un gros changement hormonal dans ton corps que ça peut t'aider à ce niveau-là. Puis moi, j'ai perdu aussi beaucoup de poids suite à ma première grossesse parce que j'ai eu quelques problématiques pendant ma grossesse. Fait que ça aussi, ça aide. Parce que moi, j'étais pas très haut au niveau de mon IMC quand j'étais en clinique de fertilité. Fait que mon gynécologue avait dit, tu sais, je te demande pas de perdre du poids parce que ça peut aider là, de perdre du poids au niveau d'atténuer les symptômes. Par contre, je sais, puis je suis au courant de plein de femmes qui se font demander de perdre 20, 30 livres pour pouvoir avoir accès aux inséminations quand elles ont le syndrome des ovaires polykystiques. Puis, mais comment tu fais pour perdre du poids si le syndrome crée une hausse de poids? C'est extrêmement difficile. Il y a beaucoup de femmes qui développent des problèmes au niveau des troubles alimentaires pour essayer de perdre du poids parce que leur seul objectif, c'est de perdre le poids que le gynécologue a demandé pour pouvoir avoir la chance d'avoir de l'aide pour tomber enceinte. C'est très difficile. J'en doute même pas. Fait que c'est sûr, ça a été une surprise pour toi, là, la deuxième grossesse. Une belle surprise malgré tout. Tu sais, je sais pas si tu vas en parler, mais tu parles que tu as eu des complications durant ta première grossesse. Premièrement, j'aimerais savoir si c'est possible pour toi de nous en dire plus et de nous dire si ça a un lien avec le syndrome. Oui, tout à fait. En fait, il y a quelques problématiques qui peuvent survenir quand tu as le syndrome des ovaires polykystiques, mais c'est une augmentation de risque. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas avoir ces symptômes-là. Par exemple, je sais qu'il y a plus de risque, par exemple, de fausse couche, de préclampsie. C'est quoi préclampsie? Dans le fond, c'est que tu peux avoir un problème au niveau de la circulation sanguine à la fin de ta grossesse. Ça peut être vraiment, vraiment dangereux à la fin de ta grossesse. Ça peut... toi, tu pourrais en mourir, puis ton bébé pourrait en mourir à la fin. Là. Fait que c'est vraiment pas pris à la légère là, quand il détecte de la préclampsie. Tu peux avoir une haute tension artérielle et tu peux souffrir de diabète gestationnel, du diabète de grossesse.
Et de mon cas, moi, j'ai eu le diabète gestationnel, ce qui fait en sorte que, tu sais, il faut que tu fasses vraiment attention à ce que tu manges. Faut que tu te prennes tes taux de glycémie plusieurs fois par jour, à chaque fois que tu manges. Ouais, fait que ça a été plus complexe. Puis, tu sais, dans le fond, le diabète, c'est comme une résistance à l'insuline. Ouais. Fait que ça fait en sorte que, tout ce qui est sucré, ça te fait prendre du poids, quasiment, là, tu sais. Si tu manges un gros gâteau au chocolat, ta glycémie, elle va être dans le plafond. Dans le tapis, ouais. C'est ça. Fait que moi, j'ai eu ça. Fait que, tu sais, j'ai dû vraiment faire attention à ce que je mangeais. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai perdu du poids. Quand je suis tombée enceinte, jusqu'à la fin de ma grossesse à mon fils, j'ai pris 1 livre. Ah! Mon Dieu! Ouais. Mon Dieu! Ouais. On dirait dans ma tête, je comprends pas. Ouais, parce que justement, tu sais, je faisais tellement attention, il fallait tellement que mes quantités soient calculées, que je fasse de l'exercice si je voulais manger telle autre chose. C'est vraiment très rigoureux comme processus. Ça a impliqué que j'ai pas pris tant de poids que ça. Ça a l'air vraiment positif en ce moment, du vu de même. Oh mon Dieu, elle a pas pris beaucoup de poids, c'est normal. T'as vécu le diabète de grossesse. C'était vraiment difficile là-dessus. Puis j'ai eu une autre chose où est-ce que quand j'étais enceinte, quand t'es enceinte, t'as comme des trucs qui peuvent faire que ta bile, elle devient plus vaseuse dans ta vésicule biliaire. Et donc, moi, ça a fait que ça a bloqué ma vésicule pour me rendre au foie. Ça a bloqué le conduit parce que ma bile était comme plus vaseuse. Fait qu'il a fallu que je me fasse retirer la vésicule biliaire enceinte. Hein? Fait que ouais. Tu t'es fait opérer enceinte? Ouais. Oh my God! Ouais, moi, je capotais. Mon chum, pour le travail, il était à Montréal. J'ai fait une grosse crise de la vésicule biliaire, genre incapable de respirer. Je me suis rendue tout de suite à l'urgence. Oh my God! Ouais, ils m'ont donné de la morphine parce que j'étais tellement en douleur, j'avais tellement de la difficulté à respirer. Puis finalement, j'ai eu ma première opération endormie, où est-ce qu'ils m'ont retiré la vésicule au complet. Mais tu sais, moi, c'est parce que ça tire, là, tu sais, t'as comme plein de... Je pense que j'ai 4 espèces d'ouvertures, là, tu sais, des cicatrices qui sont allées par laparoscopie. Puis l'affaire, c'est que ça tire pour que ça reprenne bien la forme, tu sais, c'est des cicatrices. Mais moi, j'étais à 17 semaines de grossesse. Mais à partir de là, mon ventre, il a grossi, c'est normal, c'est ça. Ça tirait, ça faisait mal, ça allait vers le bas parce que j'avais comme une plus grosse bédaine. Puis que j'étais enceinte et j'ai tellement eu peur parce que, tu sais, quand tu te fais endormir, tu sais pas si tu vas te réveiller. Tu sais, tu l'as jamais eu. Je savais pas, j'avais vraiment peur. Moi, je voyais juste Grey's Anatomy. Tu sais, toutes les affaires qui se passaient là, dans Grey's Anatomy. Puis, c'est normal. Puis finalement, c'était comme le bon timing parce que le chirurgien, ce qu'il me disait, c'était, si t'es au premier trimestre, t'as des risques de fausse couche suite à l'opération ou si il y a d'autres choses qui se passent avec ta vésicule puis tu laisses ça aller. Si t'es au 3e trimestre, t'as des chances d'un accouchement prématuré qui sont augmentées. Mais au 2e trimestre, c'est comme le bon moment. Fait que t'étais au 2e trimestre? Ouais. Fait que c'est pour ça que finalement, ils m'ont opéré. Fait que, tu sais, ça aussi, tu sais, la seule chose à être sous les antidouleurs, enceinte, je pouvais pas prendre beaucoup d'antidouleurs. Fait que ça a été quand même un bout de rough, un bon 4 semaines difficiles durant ma grossesse. Puis après ça, c'est là que j'ai su que j'avais le diabète gestationnel. Wow, hein, c'est en plus, tu sais, de tout ton syndrome, justement, c'est ça, t'as eu le gros lot de tous les problèmes qui venaient avec, là, c'est plate. Mais en même temps, là, tu sais, j'essayais de voir le positif. J'avais tellement eu de négatif dans les dernières années. Je me disais, je l'ai, mon enfant. Donnez-moi n'importe quoi dans ma grossesse. Là. Genre, c'est pas grave, je vais être capable d'en prendre parce que ça marche. Ouais. Puis, ça amène aussi le fait que quand tu as un diabète de grossesse, tu as plus de chances après de développer un diabète de type 2. Ah, pour vrai? Ouais. Oh boy! Ouais. Fait que moi, c'est pour ça, après comme 6 semaines, après que le bébé soit né, entre 6 semaines et 6 mois, me semble, faut que tu retournes faire un test. De diabète? Ouais, le fameux liquide orange. Ouais, c'est ça, qu'on voit partout. Ouais. Parce que là, on a parlé de ta vésicule biliaire que maintenant tu n'as plus. Ouais. Ça change quoi, ça, de ne plus l'avoir? En fait, c'est que le corps est bien fait. La vésicule biliaire, ça permet de stocker la bile. Okay. Et quand tu manges des choses, par exemple, vraiment grasses, là, on va dire une fonte
fondu au fromage. Ouais. Le corps se dit, OK, là, c'est très gras ce qui se passe dans le foie. Ouais. Fait qu'on va shooter plus de bile. Fait qu'on en a en réserve dans la vésicule, on va en donner plus, ça va aider à la digestion. Là, vu que je l'ai pu, ben le foie, c'est auto-acclimaté à ça. Puis maintenant, quand je mange quelque chose de plus gras, ben le foie va aller comme sans sortir tout seul, sans avoir son stockage. C'est sûr qu'il faut que je fasse un peu plus attention. Je pourrais pas manger une fondue au fromage à tous les jours. Non, mais ça reste que, tu sais, pour l'instant, à mon âge, j'ai pas vraiment de problématique suite à ça. Je sais que tu sais, c'est quand même un peu génétique, là. Ma mère, elle aussi, s'est fait retirer la vésicule biliaire. Puis ma mère... allô, maman, t'es un peu plus vieille. Allô? Mais elle a le plus de difficultés. Il faut qu'elle fasse vraiment plus attention là, au niveau du gras avec ce qu'elle mange parce qu'elle peut avoir de la difficulté à digérer. OK. Fait que ça se peut que tes enfants, justement, y aient les problèmes avec la vésicule biliaire aussi. Ouais. Mais au niveau du SOPK, est-ce que ta fille pourrait l'avoir aussi? OK, c'est génétique. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est pas sûr à 100%. Non. Étant donné qu'on connaît pas les causes exactes, ben ils peuvent pas dire c'est sûr à 40% que je vais le transmettre, mais c'est quelque chose qui a été beaucoup vu au niveau de la littérature scientifique là, qui avait un peu de génétique. Là, que ça arrivait souvent que, par exemple, la mère, elle avait des symptômes, mais tu sais que ça n'a jamais été diagnostiqué parce que dans le temps, tu sais, c'était pas quelque chose qui était aussi connu. Fait que, tu sais, la mère, elle a fait sa vie, elle a réussi à avoir ses enfants, puis que là, par la suite, ben la fille a la même chose. Ben oui, ouais, je comprends 100%. Puis là, parce que tu disais que tu as dû repasser des tests pour le diabète. Est-ce que là, présentement, c'est correct à ce niveau-là? OK, beau. Fait que finalement, une chance, là, on te le souhaite, là. T'avais pas besoin de quelque chose d'autre sur ta liste, là. Fait que là, t'as 2 enfants, t'as un 2 ans et demi, une de 6 mois. 10 mois, excuse-moi. Ouais. Est-ce que vous prévoyez en avoir un autre? Non. Non, OK, c'est terminé. Non, je lève mon chapeau à tous ceux qui ont plus que 2 enfants. Nous, on voulait pas être en surnombre d'enfants par rapport au nombre de parents. Je comprends. Ben non, mais c'est parfait. Puis félicitations, je suis vraiment contente que... Mais tu sais, ça a été un gros parcours malgré tout, mais je suis contente, tu sais, que ça a fini par fonctionner, tu sais. Ça doit être un beau cadeau de... comme ça a dû... Quand tu as su que tu étais enceinte pour la première fois, là... C'était-tu, genre, le meilleur moment de ta vie? Mais ce qui est plate, tu sais, c'est pas des regrets, mais, tu sais, en plus, là, on en voit partout, là, sur Instagram, tu sais, des belles annonces, là, tu sais. Les gens, ils ont fait des reels, là, de leur belle annonce à leur chum, là, avec des ballons pis toute la patente. Écoute, moi, que j'ai fait un test de grossesse à 5 heures du matin, et là, c'est tombé avec les 2 petites barres. Là, je me suis mis à brailler, mais genre brailler dans la maison. Mon chum dormait, puis là, il m'entend pleurer sa toilette. Il pense que je suis tombée dans ma semelle. C'est ça. Puis là, je me lève, là, je dis « Viens voir. » Là, il est tout poqué. Je rouvre la lumière, puis je mets le test d'en face. Wow! Ouais, fait que là, il croyait pas lui non plus. Mais tu sais, j'ai pas eu de super annonce, là, mais c'était un beau moment, là, vraiment. Là. Ben, c'est un crime. Pas besoin d'une belle annonce, là, juste ça. Ça devait être un fou moment, tu sais. On dirait, je le file pour toi, là, parce que, tu sais, quand ça fait autant longtemps, puis que c'est ça ton rêve, tu sais, que tu veux en avoir des enfants, tu sais, c'est une fierté en soi, justement. Qu'est-ce que tu dirais, justement, aux autres femmes qui nous écoutent, qui vivent, justement, avec le syndrome des ovaires polykystiques? Ben, en fait, pour parler de ça, quand tu vas en clinique de fertilité, il y a tout le temps un genre d'affiche qui dit groupe de soutien avec des gens qui souffrent d'infertilité ou de problèmes de fertilité. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affiche-là? Tu sais, j'ai pas besoin de ça. Je vais réussir, je vais faire... Tu sais, on va me dire quoi faire, puis ça va bien aller. De mon côté, j'ai pas fait affaire avec ces groupes-là, mais on a la chance, en ce moment, d'avoir des groupes sur Facebook de femmes de regroupement qui ont des problèmes de fertilité. Ouais. Puis je me suis beaucoup reconnue en elles, des femmes qui, sans tabou, parlent de leurs problématiques de couple, de ce qu'elles vivent au quotidien, de tous les essais infructueux. Wow. Ça nous permet aussi de, tu sais, une espèce d'élan de solidarité. Des femmes qui, sous ton post, quand t'écris que ça va pas bien aujourd'hui parce que tu t'es chicané avec ton chum, parce que, ben, il a pas été capable, tu sais.
de faire ce qu'ils devaient faire. Puis plein de femmes qui disent, tu sais, j'ai vécu la même chose. Ça te c'est rassure, formidable. tu sais. Ouais, tu te sens moins seule parce que c'est sûr que tu as ton conjoint, mais ton conjoint, il peut t'épauler, mais c'était difficile de trouver les bons mots pour m'apaiser là-dedans. Ouais. Fait qu'on dirait que les femmes qui vivaient la même chose trouvaient les bons mots pour m'aider. Fait que c'est pour ça que là, moi, en ce moment, j'ai réussi à avoir mes enfants, mais, tu sais, je continue d'être sur ce groupe-là, puis d'écrire une fois de temps en temps. Quand je vois quelque chose, tu sais, qui vient me rejoindre, puis qui, tu sais, pour donner un peu un message d'espoir, c'est sûr que des fois, je me replace quand j'étais à ce moment-là. Tu sais, des femmes qui disaient, tu sais, lâche pas, ça va bien aller, ou, tu sais, moi, je les ai, mes enfants, ça a été long, mais tu sais, ça peut arriver. Il y a des jours où est-ce que tu te dis, ah, ça me fait du bien, ça, tu sais, il y a de l'espoir, ou d'autres jours, tu fais, ouais, t'as réussi. Moi, c'est toujours encore dans le négatif, fait que j'aimerais mieux que tu le dises pas. Exact. Mais ça m'a vraiment beaucoup aidée. Fait que je suis contente en ce moment, puis aux femmes qui le vivent, et d'un, sentez-vous pas moins femme. Tellement. Sentez-vous pas moins importante. Sentez-vous pas que vous avez un problème. Et c'est pas parce que les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, c'est perçu comme étant laid par une société en ce moment, que vous l'êtes. Puis, vous valez pas moins parce que vous réussissez pas à avoir les 2 petites barres sur le maudit test de grossesse. C'est ça que je leur dirais. Puis je leur dirais aussi, s'ils ont besoin de parler, ben moi, je l'ai vécu. Fait que moi, tu sais, je suis un livre ouvert. Moi, je suis ici pour en parler parce que c'est vraiment peu connu. Puis ça aide aussi d'en parler pour que les gens de leur entourage à ces femmes-là puissent prendre conscience de ce qu'elles vivent. Parce que vu que c'est méconnu, ben les gens autour de nous, des fois, c'est difficile de faire comprendre ce par quoi on vit. Puis on passe. Parce qu'ils le vivent pas, justement. Non. Puis honnêtement, tout ce que tu as dit, ça m'a donné des frissons, là. Je trouve tellement que c'est un beau message que tu envoies, justement, aux femmes qui vivent ça ou qui vivent des problèmes, justement, de fertilité. Puis je trouve ça merveilleux d'avoir parlé avec toi parce que c'était tellement intéressant. Je pensais pas que ça allait être autant pertinent. Je connaissais pas ça, puis ça m'a ouvert les yeux. Puis il y a plein de femmes, puis j'espère vraiment que ça va ouvrir les yeux autant aux hommes, mais aussi aux proches de personnes qui vivent ce problème-là, tu sais. C'est difficile moralement, c'est difficile sur un couple, puis je suis tellement heureuse que, premièrement, soit avec ton conjoint présentement, que vous ayez 2 beaux enfants, je t'envoie tout mon amour, puis j'envoie tout mon amour aux femmes qui présentement vivent avec ça. Je trouve que c'est vraiment, comme tu dis, un message que c'est possible, tu sais, mais que ça, malheureusement, ça a été difficile, mais que c'est possible, tu sais. Oui. Puis, tu sais, si je peux rajouter, au niveau des proches de ces femmes-là, et d'un, les femmes, peut-être qu'elles veulent même pas en parler, peut-être qu'elles ont de la honte d'avoir ça, mais aux proches de ces femmes-là, ce que je vous dirais, c'est de pas présumer que c'est parce que ces femmes-là, elles y pensent trop. Ou qu'elles vivent, tu sais, vous êtes trop stressé, c'est pour ça, vous y pensez trop, tu sais, des commentaires à ne pas faire comme, tu sais, je vais être vraiment comme explicite, là. Genre, il vise pas le bon trou, ou je vais lui montrer comment il doit faire ton chum pour que ça marche, ou, tu sais, des choses comme ça, là, de pas faire ça. Je sais que y a des femmes, ce qui est difficile aussi, c'est, surtout à mon âge, ben on voit beaucoup d'annonces de grossesse, tu sais, ces temps-ci, sur Facebook, sur Instagram, puis de pas... pour les autres, de dire que c'est donc bien facile. Nous autres, ça a donc bien été facile. Pas pour atténuer le bonheur des gens qui tombent enceintes puis qui sont contents, mais tu sais, de pas penser que, vu qu'on voit ça sur les réseaux, c'est nécessairement tout beau, tout rose, puis que toi, tu vaux moins. Fait que c'est tout le temps facile aussi. Oui, exact. Fait que, tu sais, les proches, vraiment de faire attention. Puis ce que je vous dirais aussi, c'est
posez des questions. Intéressez-vous à ce que ces femmes-là vivent, même ces hommes-là, parce que là, on a parlé de problèmes de fertilité au niveau des femmes, mais il y en a que c'est au niveau des hommes. Exactement. Et de pas juger ces gens-là sous l'aspect qui sont pas bons parce qu'ils réussissent pas, puis que vous, c'est donc bien facile, puis on y a même pas pensé, on voulait même pas l'enfant, puis ça a fonctionné. Tu sais, c'est très difficile là, mais c'est difficile de voir les autres aussi qui sont capables d'avoir des enfants facilement. Tu sais, là, j'ai énuméré tous les processus que ça a dû prendre. Bien, dites-vous que moi, c'était pas si pire que ça. C'est ça. Puis c'est tellement pertinent ce que tu dis parce que, justement, en tant que proche, tu sais, on veut, je pense, c'est important de bien faire pour, justement, ces femmes-là ou même ces hommes-là qui ont ces problèmes-là puis qui ont juste besoin de support moral puis pas de se faire décourager ou de se faire donner des conseils qui savent pas de quoi qu'ils parlent, tu sais, je veux dire, vous êtes à la clinique de fertilité, c'est pas aux autres gens de vous dire justement comment bien viser dans le trou, tu sais, ça se fait pas, justement. Puis je trouve ça pertinent que tu aies donné des exemples parce que ça va ouvrir les yeux des gens qui nous écoutent, tu sais. Pour vrai, merci infiniment. C'était une discussion tellement pertinente, tellement divertissante. Ça m'a... vraiment, merci beaucoup pour ça. Je te souhaite le meilleur pour toute la suite. Claudie. Merci vraiment pour la tribune, parce que finalement, ça sert à éduquer les gens. Mais tellement, c'est ça qu'il faut, c'est ça que je veux faire avec mon podcast Perception, puis c'est grâce à des invités comme vous, justement, puis je trouve ça le fun de donner ma tribune à des personnes qui ont quelque chose à dire, qui ont un parcours atypique, qui peuvent changer le mindset de d'autres personnes, qui peuvent changer la vision que les gens ont de la vie, tu sais. Fait que merci pour ça. Puis comme je t'avais dit par courriel, le podcast est présenté par Case Me Design. Fait que pour te remercier d'être venu de Québec, je te remets un étui que je te donne juste ici. Merci. Et voilà, ça me fait tellement plaisir. Puis merci à toutes les personnes qui ont écouté cet épisode-là. Je vais mettre justement tes réseaux en barre de description si évidemment tu le veux. Pas de problème. Puis merci de votre écoute. J'espère que vous allez trouver le podcast aussi intéressant que moi j'ai trouvé parce que c'était vraiment le fun. Fait que merci à tous ceux qui ont écouté. Puis nous, on va se revoir dans un nouvel épisode. Bye tout le monde!